Le pacifisme, c'est bien gentil tout ça, mais quand on cherche à éviter les conflits quoi qu'il en coûte, ou quand on rend tabou les sujets qui fâchent, on obtient l'inverse de l'effet recherché. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Ça, c'est un proverbe que tout le monde connaît, c'est latin, c'est très ancien. Et je pense que la sagesse de ce proverbe peut se vérifier tous les jours. Je vous donne un exemple. Vous traversez un quartier craignos, un quartier sensible comme on dit. Vous avez un t-shirt Peace and Love, les lunettes à John Lennon, vous avez un collier commerce équitable, un discours bienveillant. Est-ce que vous croyez que ça va attendrir les méchants? Au contraire, ils vont vous voir comme une proie facile et vous allez vous faire bolos. Alors que vous arrivez dans le même quartier avec le physique de Francis Ngannou, champion du monde de l'UFC poids lourd, le regard déter, voilà, une dégaine de Predator, on va vous laisser en paix. Et même s'il y a des téméraires qui s'en prennent quand même à vous, vous allez en étaler un ou deux, ça va calmer la meute, et voilà, vous serez à nouveau en paix. À l'échelle d'un pays, à mon avis, c'est pareil. Si votre président de la République, chef des armées, s'il ressemble à un Flamby, il va vous promettre d'acheter la paix sociale à coup de subvention, donc il va vous promettre un Bisounours-land, et il va vous livrer un Rack-Island. Pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien parce que on est en 2021, on fête les 200 ans de la mort de Napoléon. Il devrait y avoir des célébrations et il y en a très peu de prévues, à mon goût. Alors au début, je me suis dit, bah, c'est parce qu'il y a le Covid-19, donc on ne peut pas faire grand-chose. Mais je me suis rappelé qu'en 2018, on fêtait les 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale, la victoire française, et pareil, ça avait été très discret. Donc j'ai l'impression qu'on essaye un peu de nous faire oublier notre histoire, comme si elle était un peu honteuse, comme si notre histoire de France ne correspondait pas à nos valeurs morales du moment, notre petite moraline du moment, et donc il fallait arrêter d'être fier de Verdun, de Poitiers, de Cameron, de Austerlitz, etc., etc. Donc moi je pense que notre histoire, on peut en être fier. Bien sûr, tout n'a pas été rose, mais je pense que les mea culpa ont été faits. De toute façon, on ne pourra pas revenir sur l'histoire, à moins d'inventer la DeLorean. Celui qui regarde l'histoire de France a le vertige. Je pense que c'est ça, l'histoire de France est vertigineuse. On parle souvent de Game of Thrones, mais ça me fait toujours marrer, quoi, parce que l'histoire de France, c'est Game of Thrones puissance 10 et c'est réel. Donc, autant en profiter, quoi. Voilà, donc je vais vous donner maintenant mon top 5 des lieux qui me font sentir que j'appartiens à un pays dont l'histoire est assez particulière, assez belle. On a une histoire guerrière et je pense qu'il faut l'assumer. Voilà. Donc mon lieu numéro 5, on y est, c'est les Invalides à Paris. Donc on est dans les beaux quartiers, dans le centre. Il y a la Seine à quelques dizaines de mètres. Et l'hôtel Les Invalides qui est derrière moi, donc il a été construit sous Louis XIV. Il s'appelle Invalide puisqu'il servait d'hôpital aux soldats qui revenaient du front, donc blessés ou invalides. Donc c'est un ensemble de bâtiments au style architectural très français. Très beau, très classe, donc il y a plusieurs bâtiments. Sur la droite ici, vous avez le musée des armées qui se visite en 1 ou 2 jours. Très beau musée, très bien fourni. Le dôme doré que vous avez ici. Donc il y a une chapelle, une cathédrale même, il me semble. Et sous ce dôme repose Napoléon. L'empereur Napoléon est là, son tombeau est ici. Comme il l'a, enfin c'est pas comme il l'a souhaité, il a souhaité en fait reposer près de la Seine, au milieu de ces Français qu'il aimait tant. Je le cite pas bien, mais en gros ça voulait dire ça. Et vous voyez, Napoléon, il est né en Corse, sa langue maternelle n'était même pas le français, donc il est né au moment où la France annexait la Corse. Donc il a grandi, si vous voulez, dans sa jeunesse, il voulait se venger de la France. Il aimait pas la France, quoi. Il avait sa fierté corse et il voulait voilà, combattre contre la France quelque part. Bon, il a grandi quand même en France. Et puis il s'est assimilé, intégré au point de devenir le premier des Français, l'empereur des Français, et finalement il a souhaité reposer ici, quoi. Lieu guerrier numéro 4, on est à Paris 17e, devant la statue de Jeanne d'Arc à Saint-Augustin. La pucelle d'Orléans. Alors pourquoi pucelle? Eh bien, c'est parce qu'elle n'était jamais passée à la casserole. En revanche, elle est passée au barbecue, puisque les Anglais nous l'ont brûlée vive, alors qu'elle n'avait pas 20 ans. En tout cas, malgré le patriarcat qui était réel à l'époque, elle a réussi à construire une belle carrière, elle a construit sa légende. Elle nous a même gâtés en inventant le Brexit.
Lieu guerrier numéro 3, la place Vendôme. Alors c'est une place qui a une grande histoire, qui est très belle. On a beaucoup de boutiques de luxe là tout autour. On a le ministère de la Justice qui est ici, la rue de la Paix dans le prolongement là-bas. Mais ce que je voulais vous montrer, évidemment, c'est la colonne Vendôme qui est ici. Sa construction a été décidée par Napoléon. On s'est servi pour la construire du métal des canons pris sur l'ennemi à la bataille d'Austerlitz. Je trouve ça génial comme idée. C'est à la fois viril, joli, le résultat. Donc super. On voit les scènes de bataille là, qui sont gravées sur tout le long de la colonne. Voilà. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelques années, à côté, enfin sur cette place, on avait mis un artiste, je crois qu'il s'appelle McCarthy. On avait mis une de ses œuvres, c'était un plug anal géant de couleur verte en plastoc, là, où ils appelaient ça l'arbre ou le plug anal selon la source. Et ça avait fait un petit scandale évidemment de mettre une œuvre d'art aussi insignifiante, aussi moche dans un endroit pareil. Et donc des gens s'étaient plaints et tout ça, ils l'avaient finalement retiré. Et puis voilà, donc dans la presse on avait lu oui, les réactionnaires, les méchants réactionnaires ont fait enlever cette œuvre d'art de la place, c'est pas bien et tout ça. Il y avait des gens qui trouvaient ça très subversif de mettre un plug anal géant sur cette place, mais c'est pas du tout subversif. Quand une œuvre d'art est mise en place, sponsorisée ou voilà, par le ministère de la Culture ou par la mairie de Paris, c'est pas subversif du tout. Si c'était subversif, ce serait censuré par la mairie de Paris ou par le ministère. Ce serait pas subventionné. Voilà. Donc c'était bien moche. Heureusement, ça a disparu. Place nette. Lieu guerrier numéro 2, l'Arc de Triomphe. C'est rigolo parce qu'il y a beaucoup de touristes qui se prennent devant en photo sans trop savoir ce que c'est, simplement parce que c'est beau et que c'est un des monuments les plus connus au monde. Bon, c'est un monument dont la construction a été décidée par Napoléon, terminée bien après sa mort, pour célébrer des batailles révolutionnaires et napoléoniennes. Parmi les nombreuses inscriptions qu'il y a sur le monument, celle qui m'intéresse, moi, c'est notamment l'inscription des noms des maréchaux, parce que quand on s'intéresse à l'époque napoléonienne, c'est mon cas, on aime bien avoir un maréchal préféré. Vous savez, ils étaient très populaires puisqu'ils se battaient comme des soldats. Beaucoup d'entre eux ont été blessés. Certains sont morts au combat. Donc voilà, ils ont une place un peu spéciale dans cette époque. Et voilà, on a tous un maréchal préféré. Moi, le mien, c'est Davout. Il y en a plein que j'aime bien, hein, comme tout le monde. Je sais pas, Masséna, Lannes, Murat, Poniatowski, Oudinot et compagnie. Moi, j'aime bien Davout parce qu'il n'a jamais perdu une bataille. Comme dirait l'empereur, sa carrière a été pure. Il n'avait pas son pari pour battre les Allemands, nos amis allemands. Et voilà, il n'y avait pas de complexe vis-à-vis de la Deutschqualité à l'époque. Et Davout, voilà, il a toujours été fidèle à la France, à l'empereur. Alors le grand regret, évidemment, c'est qu'il n'ait pas participé à Waterloo. Il y a des historiens qui disent qu'avec Davout, on gagnait Waterloo. Bon, je ne sais pas si ça aurait changé grand-chose, à mon avis, l'Empire était mort en 1812, mais voilà, pourquoi pas. Et bon voilà, il a fini, au moment de 1815, il a fini ministre de la guerre, et puis en fin de carrière, il était maire de Savigny-sur-Orge. Pour en revenir aux Allemands, c'est dingue parce que on les appelle nos amis allemands. Donc il y a eu les guerres napoléoniennes, ensuite on fait 1870, ils essayent de nous piquer l'Alsace-Lorraine. Première guerre mondiale contre nos amis allemands, seconde guerre mondiale contre nos amis allemands. En 1982, demi-finale de Coupe du Monde, match horrible contre nos amis allemands. Donc voilà, avec des amis comme ça, pas besoin d'ennemis. Lieu numéro 1, la basilique Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. C'est une église très ancienne, hein. Jeanne d'Arc est venue se recueillir ici pendant le siège de Paris. C'est un endroit très important puisque c'est la première église de style gothique au monde. Et c'est la nécropole des rois et des reines de France. Donc vous avez des rois comme Louis XIV, François Ier, Louis IX, Henri IV, Dagobert Ier, des reines comme Marie-Antoinette qui sont ici. Et il y a également Charles Martel. Charles Martel dont le nom est associé à l'une des dates les plus importantes de l'histoire de France, 732, la bataille de Poitiers. Et donc aujourd'hui, Charles Martel repose dans le 9-3. Voilà, bon, il est temps de conclure. En conclusion, je vais vous donner une stat. Depuis que la France existe, c'est-à-dire depuis environ 15 siècles,
il n'y a jamais eu de siècle sans guerre sur le sol français. Donc soit des guerres civiles, soit des guerres contre les pays voisins. Au XXe siècle, on a eu 2 guerres mondiales, donc en plus ça s'intensifie hein, en termes de destruction. Voilà, donc est-ce que le XXIe siècle va être le premier siècle sans guerre sur notre sol? C'est à souhaiter. Est-ce que ce sera grâce à notre pacifisme ou est-ce que ce sera parce qu'on prépare la guerre? Écoutez, moi j'ai tendance à croire que la paix s'obtient quand les rapports de force sont stabilisés. Donc il vaut mieux se donner le choix et il vaut mieux que nos ennemis potentiels nous craignent plutôt que être un peu trop pacifiste. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ciao les francophones.